Je voulais remercier Marc Zins et Alain Blum de m'avoir convié à ce merveilleux événement, leur remercier pour la constitution du programme et aussi pour être le premier de la session à reparler du radiologue en tant qu'être humain avant les deux autres présentations. En préambule, je voulais aussi excuser le professeur Luc Boyer qui aurait bien aimé être là avec vous aujourd'hui comme c'était prévu, mais il a été retenu à Clermont pour un événement un peu indépendant de sa volonté et je vous présente de sa part ses excuses. Donc moi, on m'a demandé d'envisager quelle était la qualité de la formation pour nos internes en radiologie interventionnelle. Alors, je suis très flatté par ce topo, mais je suis un peu partisan dans la réponse puisque je participe un petit peu activement dans cet enseignement et plutôt que d'essayer de répondre directement à la question, je vais vous donner plutôt les clés pour vous faire vous-même votre idée et pour essayer d'y répondre ensemble au moment de la conclusion. Donc, excusez-moi, les différentes étapes, les différents points que je voulais voir avec vous, c'est qu'est-ce qu'on attend finalement d'un radiologue interventionnel quand on parle d'intelligence artificielle, de robotique, où est le radiologue interventionnel. Ensuite, on verra quels sont les outils de formation et enfin, quelles ont été les orientations qui sont prises par le Collège des enseignants pour la formation de nos internes avec la réforme du 3e cycle. Alors la première chose, qu'est-ce qu'on va attendre d'un radiologue interventionnel? D'abord, qu'est-ce qu'on attend d'un radiologue? Et là, moi, je me suis reporté à la grille des acquis qui est proposée par le collège. C'est ce que les coordonnateurs remplissent dans l'évaluation des internes. Et elle repose sur 5 piliers, enfin 6, j'ai enlevé l'interventionnel pour le développer après. C'est le raisonnement clinique et la décision. Donc c'est une capacité de synthétiser des données cliniques, de les intégrer dans un plan de diagnostic, d'être capable de modifier sa stratégie en fonction des différentes signes montrés sur les premiers examens. Ça doit être un collaborateur auprès d'une équipe médicale, auprès du personnel paramédical et auprès de l'institution dans laquelle il va travailler. Il doit être communicant et communiquant en premier lieu par rapport à son patient, et là Lambros le développera après. Il doit être capable en quelques secondes de faire un état des lieux psychologiques du patient pour savoir quelle va être la meilleure façon de l'aborder, la meilleure façon de lui expliquer le pronostic, les complications potentielles ou la prise en charge d'une complication. Enfin, ça doit être un professionnel, donc quelqu'un qui a une expertise propre, quelqu'un qui est capable de se remettre en question, quelqu'un qui a un plan de formation continu. Et enfin, malheureusement, ça doit aussi être un gestionnaire, puisqu'il doit faire face à des autorisations d'équipement lourd, il doit être capable de faire de la valorisation d'activité. Ça, c'est pour un radiologue généraliste, et ça vaut aussi pour un radiologue interventionnel. L'ensemble de cet enseignement, ça repose sur 3 éléments, des connaissances, des compétences cliniques et des compétences techniques. Donc, si on fait le focus sur le radiologue interventionnel, alors effectivement, dans la phase d'évaluation avant le geste ou dans la phase de suivi, ce sera un radiologue diagnostique qui va avoir besoin de ses compétences cliniques et de ses connaissances. Pendant le geste, il va avoir des compétences techniques à acquérir et on va voir qu'on a différents outils pour pouvoir acquérir ces compétences. Donc, pour voir ces différents outils, je voulais juste qu'on fasse un tout petit focus sur qu'est-ce qu'un apprentissage et comment ça se passe. La première phase, ça va être d'induire un nouveau comportement ou une nouvelle connaissance. Ensuite, on va avoir la phase d'aisance, ça va être la capacité de reproduire ce comportement avec facilité, c'est quelque chose qui devient relativement automatique. Une phase qu'on va appeler de rétention, c'est la capacité à reproduire ce geste malgré une période d'espacement sans pratique clinique. La phase de résistance, c'est la capacité de reproduire la même gestuelle dans une situation défavorable. Et enfin, la dernière étape, c'est le transfert, c'est d'être capable de généraliser ce comportement, cette connaissance, dans toutes les situations qui vont être exposées. Et pour satisfaire à ces 5 étapes, on est confronté à 2 choses. Je vous ai repris 2 notions élémentaires de pédagogie. C'est le code d'apprentissage. On retient bien mieux dans un apprentissage actif, présenter une expérience, mais par exemple en interventionnel, ça va être simuler une action réelle, comparativement à la pédagogie passive. Ce code d'apprentissage, il s'oppose à ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Oui, on va perdre ses connaissances au fil de l'eau si on ne les répète pas, et ça met en avant la notion d'une pratique distribuée. Vous allez voir que ça va conditionner toutes les stratégies pédagogiques. Donc si on fait le focus sur ces compétences techniques qui font un peu la particularité de l'interventionnel, jusque-là, elles étaient enseignées centrées sur le malade. L'aphorisme See one, do one, teach one, c'était voir, assister, faire accompagner, puis faire seul. Cet aphorisme, il est toujours vrai et ça reste une méthode qui est validée. Pourtant, elle a des limites. Et la première limite, c'est le ratio entre les enseignants, alors là, il n'est pas toujours au pluriel, et les enseignés qui, eux, ont largement augmenté.
Ensuite, c'est la diminution de l'imagerie invasive diagnostique. Avant, on avait la possibilité d'exposer nos internes à des gestes qui n'étaient pas compliqués, pour lesquels le geste élémentaire était le même que l'interventionnel. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Et enfin, l'interventionnel s'est développé essentiellement en alternative à d'autres thérapeutiques qui étaient validées. Donc ça s'adresse en premier lieu à des patients qui sont fragilisés ou à des procédures complexes, donc peu de place à l'enseignement. Et là, ça a été largement démontré. Quand on enseigne dans un bloc de radiologie interventionnelle ou dans un bloc de chirurgie, on augmente la durée de la procédure et on augmente la mortalité évitable. Donc il y a une nécessité, c'est de développer cet enseignement pratique en dehors du patient. Donc, je ne développerai pas ce qui est de la simulation de communication pour les consultations simulées ou les gestions de crise en équipe. Et moi, je me focaliserai un peu plus sur les problèmes de compétences techniques, pas parce que ça a plus d'importance, mais parce que j'ai que 18 minutes. Et je vais vous présenter les modèles sur lesquels on peut travailler. Alors, il y a les modèles statiques. Leur avantage, c'est qu'ils sont facilement mis en œuvre, ils sont réutilisables, ils sont robustes. La limite, c'est le coût selon la complexité. On va de 20 € pour un rôti de porc truffé aux olives jusqu'à 7 000 € pour des modèles endovasculaires en silicone. La fidélité, c'est-à-dire la reproduction de la situation pédagogique, est parfois faible. C'est sûr que quand vous mettez 8 internes autour d'un rôti de porc, ils ne sont pas tous convaincus d'être en train de faire le premier geste d'une thermodestruction hépatique. Néanmoins, c'est à vous de recréer ce contexte pour que ce soit profitable. La deuxième étape, c'est les modèles de réalité virtuelle, un peu plus complexes. L'avantage, c'est qu'ils peuvent exposer à des situations multiples, un anévrisme intracrânien, une aorte thoracique, une revascularisation de membrane, des embolisations, proposer un vaste choix de matériel, et c'est dans les premiers outils qui permettent d'avoir une évaluation des performances, alors qui est certes largement critiquable, mais on a un taux de recouvrement de la sténose, un temps cathétérisme qui peut être un des paramètres de suivi de la formation. Et enfin, on a des réalismes de situation parce que les scénarios sont écrits, on peut avoir un choc hémorragique, on peut avoir une rupture, une dissection. Les limites, c'est le coût, et en termes de coût, il faut faire attention, il n'y a pas que le coût d'achat, il y a aussi le coût de la maintenance qui fait 10% du prix d'achat, ce qui n'est pas anodin. Enfin, on a peu de retour de force, quel que soit le développement de ces outils. Pour l'instant, la gestuelle reste encore à revoir. Et le deuxième truc, c'est que l'informatique n'est pas robuste du tout et on se bat rapidement contre le logiciel plutôt que contre la sténose ou la zone à cathétériser. Enfin, le modèle animal, le gros avantage, c'est qu'il amène un vrai réalisme clinique. On a, si on choisit un modèle à anatomie comparée similaire, du matériel qui est identique et des complications potentielles qui sont celles qu'on va rencontrer dans la routine clinique. Donc, on utilise réellement les outils de tous les jours et ça permet de mettre en place des situations qui sont à grande fiabilité. Les limites, c'est le coût selon la complexité du modèle. C'est différent de prendre un animal indemne ou un animal pathologique qu'on a créé. Le deuxième écueil, c'est un problème éthique et organisationnel, mais c'est quelque chose qui est largement surmontable. Il est clairement admis que la pédagogie pour sauver un être humain, elle peut nécessiter l'utilisation d'animaux dans des conditions qui sont bien encadrées. Comment on va choisir le modèle pédagogique, le modèle de simulation? Ça va dépendre des objectifs d'enseignement. Il va falloir tenir compte de la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est la capacité à recréer la situation dans laquelle on va être quand on va avoir besoin de cette connaissance ou de ce comportement. Ensuite, c'est la transférabilité. Est-ce que c'est la même chose de ponctionner une olive dans un rôti de porc que d'aller ponctionner une tumeur hépatique? La rétention, est-ce que la répétition du geste permet réellement de conserver cet acquis? Et enfin, c'est le coût. Malheureusement, j'entends qu'on peut acheter des robots à des prix exorbitants et que ça va être la loi du marché. On n'a pas les mêmes problèmes en Auvergne. Nous, on a des réels coûts, des réelles problématiques de coûts pour acheter des modèles de simulation. Ça doit s'intégrer dans un curriculum d'apprentissage. On ne fait pas une session de simulation une fois de temps en temps. Non, il faut préciser la nécessité de la répétition, la durée d'exposition, qu'il y ait une évaluation avant, une évaluation après, et surtout qu'on puisse mesurer quel est le bénéfice clinique de ce qu'on a obtenu. Et ça, c'est d'avoir déterminé des indicateurs cliniques. Alors, il n'y a rien de plus illustratif qu'un cas pratique. On est tous confrontés dans nos services à l'arrivée en début de semestre de la réalisation des PICC lines par les internes. C'est un geste de radiologie interventionnelle qui est simple. Oui, il y a des transferts d'activité qui sont possibles, mais si vous voulez que vos internes fassent des cytoponctions de thyroïde, je vous invite à leur faire poser des PICC lines. Vous verrez, leur efficience sera d'autant plus augmentée.
Pourtant, en début de semestre, on a une augmentation du taux de complications et on a une chute désastreuse du retour sur les questionnaires de satisfaction des patients, avec des ressentis qui sont catastrophiques, avec des procédures à 1h30. Donc pour pouvoir mettre en place un programme pédagogique de simulation, il faut identifier les difficultés. Là, en l'occurrence, dans le PICLINE, il y a la discussion de l'indication, il y a la ponction éco-guidée, il y a la progression endovasculaire et il y a les gestions des appels de suivi. Qu'est-ce qu'on fait quand il est bouché? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'est pas à la mauvaise place? Les coups de fil finissent souvent sur le téléphone de l'interne. Donc il faut mettre en place un scénario pédagogique et il faut évaluer les transferts cliniques potentiels. Alors là, le point bloquant, clairement, c'est la ponction éco-guidée. Le reste, ça se met en place autour de discussions de cas, c'est assez simple. Pour la ponction éco-guidée, quelles sont les problématiques rencontrées? Finalement, c'est d'identifier la meilleure cible. C'est pas rare que l'interne ne cherche pas à piquer le plus gros vaisseau. C'est un peu dommage. Ensuite, les éléments qu'on va pouvoir mesurer, c'est le nombre de ponctions et le délai de ponction. Théoriquement, dans les recommandations, c'est le nombre de ponctions moyennes pour un pic, c'est 1,2. C'est-à-dire que tous les 5 PICLINE, on doit ponctionner une deuxième fois. Et le délai moyen de procédure, c'est 7 minutes. Si on est au-delà d'1,2 et au-delà de 7 minutes, on n'est pas assez formé ou on n'est pas assez compétent. Là, il se pose la question du choix du modèle. Je vous ai choisi 2 modèles différents. Un modèle qui représente une grande fidélité, on va dire, de procédure, puisqu'il va permettre de ponctionner une veine sous écho, de faire progresser le guide et de mettre en place le PICLINE. Et un deuxième modèle qui, lui, est bien plus simpliste. C'est un pain de gel, il y a plusieurs vaisseaux, on choisit le plus gros et on va le ponctionner. Lequel est le plus adapté à ce qu'on veut mettre en œuvre? Il y a un ratio de coût qui est de 1 à 7 entre celui de droite et celui de gauche. Donc, bien évidemment, on s'est axé sur celui-ci, puisque le problème était la ponction éco-guidée. C'est dans le cadre de sessions encadrées. Il ne faut pas laisser ces sessions en libre service initialement pour voir si le choix de la cible est pertinent, si la technique de repérage est pertinente, et ensuite permettre des sessions libres. Sessions libres, ce n'est pas open bar. Il faut que les sessions soient tracées, le nombre d'essais, la durée, et enfin, on va suivre dans un portfolio individuel nos indicateurs cliniques, là en l'occurrence le nombre de ponctions et les durées de procédure. Donc si je vous fais une synthèse un peu des différents modèles de simulation, j'ai essayé de confronter chacun des modèles et la situation qui permettait de gérer. Tout ce qui est partage d'expérience, revue de cas, morbimortalité, ça s'adresse aux problématiques d'indication, d'algorithmes décisionnels. Les simulateurs haute fidélité, on les réserve pour les problématiques de choix de matériel. Ça permet de tester du matériel qui n'existe pas, qu'on n'achète pas, c'est très bien. Les modèles statiques pour la pratique réelle du matériel, pour avoir les outils en main. Et enfin, le modèle animal, on le réserve en dernier recours pour des mises en situation réelles, pour des gestes qui le nécessitent vraiment. Donc, on a vu un peu tous les modèles. Maintenant, on va voir quelles sont les orientations du collège pour cette formation. Et j'ai fait essentiellement un focus sur la réforme du 3e cycle. Vous le savez tous maintenant, l'internat est divisé en 3 parties. La phase socle durant 1 an, la phase d'approfondissement où tous nos internes doivent être exposés au reste de radiologie interventionnelle simple. Dans cette maquette, dans le texte, dans le décret ministériel, la radiologie interventionnelle apparaît même pour les internes de cursus général. Pour la radiologie interventionnelle, ça va rajouter 1 an à l'internat. Elle se décomposera en un tronc commun, puis en trois orientations, 3 affinités différentes. La neuroradio interventionnelle qui a la particularité d'être encadrée d'un décret d'activité, le vasculaire à urgence, le vasculaire n'est pas tout à fait mort, l'onco et la douleur. Alors sur ces 3 parcours, ils sont, on va dire, qualifiants, c'est-à-dire que pour faire des gestes interventionnels complexes, ce sera bien plus facile d'exercer avec l'option, mais non exclusive. C'est-à-dire qu'on peut très bien concevoir qu'on fait de la neuroradio et de l'embolisation d'hémostase en urgence, ou de l'oncologie et de l'embolisation, ou de la neuro, de la vertébro et de la douleur. Donc, ces 3 orientations, elles ne sont pas exclusives. Les modalités d'enseignement, on a vu les 3 éléments à prendre en compte, connaissances, compétences cliniques, compétences techniques. Il y aura la période de stage, c'est 4 stages de 6 mois dans une équipe agréée avec un encadrement individuel qui pourra faire état d'une participation, certes au geste avec une certaine volumétrie, qui est souple mais qui existe, la participation au RCP, au RMM, aux consultations. L'enseignement, il pourra être et présentiel et en e-learning. Les deux ont leurs avantages et leurs intérêts. Ça s'appuiera sur des séminaires qui seront et régionaux et nationaux et sur des éléments de simulation. Je vous détaille rapidement le contenu, au moins caricatural, de chacun de ces modules. Le tronc commun matériel-équipement, soins
péri-interventionnelle, qualité et sécurité des soins, la communication, vie professionnelle, formation continue et recherche. Ça, ce sera commun à l'ensemble des 3 orientations. Onco et la douleur, cancer et traitement systémique, les traitements intra-artériels, la cancéro d'organes, le musculo-squelettique et la douleur, avec les syndromes algiques cervico-faciaux, le rachis, les douleurs osseuses et articulaires, les douleurs abdominopelviennes, et neuroradio avec ischémie, les pathologies cérébrales hémorragiques, médulo-rachidiennes, pédiatriques, tête et cou. Et enfin, le vasculaire, le matériel, l'embolisation, les revascularisations artérielles, les revascularisations veineuses et l'aorte. Il n'y a pas d'enseignement sans évaluation. Les éléments évalués, ça va être nécessairement les connaissances. Et là, c'est la formule qui fonctionne actuellement. Hein. C'est une évaluation nationale. Alors, sanctionnante, le terme est un peu péjoratif, mais c'est simplement dire que ce sera un élément obligatoire dans la validation des connaissances. Le mémoire de DES, c'est un article scientifique qui est soumis. Il sera à passer avant la fin de la 6e année. Et les compétences, elles seront suivies sur un portfolio qui sera national, électronique, mais qui sera validé par le maître de stage. Il devra faire état du transfert des compétences et de la rétention de compétences. Le dernier à tamponner la validation, c'est le coordonnateur régional du DES. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on attend d'un radiologue interventionnel ? Ce sera des connaissances, des compétences cliniques, des compétences techniques. Les moyens de formation qu'on a à notre actif pour pouvoir faire ça, c'est favoriser l'apprentissage actif, distribuer les périodes d'entraînement. Alors il faudra, une des problématiques de la simulation, c'est les moyens, mais finalement, quand on croise les données, on s'aperçoit qu'il y a une réelle méconnaissance dans chacune des universités des possibilités d'entraînement sur la simulation. Et là, on a lancé avec le collège, en partenariat avec la Sofrasim, la Société française de simulation en santé, une enquête pour avoir une idée réelle des plateformes existantes qui sont souvent méconnues des radiologues et des coordonnateurs. Et enfin, les orientations du CEF, c'est la réforme du 3e cycle, c'est une immense chance pour la spécialité parce qu'elle met en lumière une orientation particulière avec l'interventionnel sans la couper de la phase diagnostique. On a vu que le geste technique, c'était un des 3 aspects du radiologue interventionnel et même si ce n'était pas la question, il est impensable d'envisager un cursus sans formation continue, donc sans certification ou recertification. Voilà, j'en ai fini et juste, je voulais savoir qui répondrait, alors on va le faire un peu à la dictatoriale, qui répondrait non à la question « Est-ce que les internes en radiologie interventionnelle sont bien formés avec ce cursus ?» Alors, donc on va faire moins dictatorial. Tous ceux qui souhaitent répondre non, vous pouvez m'envoyer un mail directement et me donner les éléments qui vous feraient, 1, dire que c'est non, et 2, quelles sont les pistes que vous nous permettrez de mettre en œuvre avec le collège pour qu'on améliore les choses. Je vous remercie et je suis ouvert aux questions. Merci Pascal. Questions, commentaires? Quelqu'un veut se lever pour répondre à Non, je suis la question de Pascal? Pas agressif. Oui, Christophe? Micro, s'il te plaît, Christophe. Ouais, là, on voit que tu touches à un sujet sensible. Je partage la proposition que tu fais. Voilà, donc je ne dis pas non. Mais il y a un point qui est important, c'est qu'effectivement, on a besoin de recours à la simulation. Et tu as bien expliqué qu'il y a la simulation de base qu'on peut tous bricoler. Après, à nous, effectivement, de reconstituer une espèce de réalité qui va avec notre outil de porc ou notre outil de veau. Il ne faut pas se méfier. Par contre, on a besoin aussi de simulateurs un peu plus sophistiqués, un peu plus coûteux. Il est évident qu'on voit les universités et les CHU se regarder en chien de faïence en se disant « c'est pas moi qui vais payer ». On voit à l'intérieur d'une région, chaque CHU se dire moi je veux mon centre de simulation à moi et pas celui d'à côté. Est-ce qu'on a un quelconque pouvoir ou est-ce qu'il y a déjà des contacts pris pour essayer de faire travailler ensemble les différentes universités et les différentes CHU pour organiser ce besoin matériel à l'échelle d'une région, parce qu'il est certain qu'on n'aura pas un simulateur par ville endovasculaire, etc. Et pour essayer de le faire un petit peu dans le Grand Ouest,
me rends compte que ce n'est pas gagné. Hein. Christophe, merci beaucoup de cette question parce que c'est le problème de fond et du coup on a une ébauche de réponse, donc c'est plutôt l'opportunité d'en discuter. Le constat il est réel, avoir un simulateur dans chaque ville, ça ne servira pas nécessairement à grand chose dans la mesure où ça restera autant consommateur de formateurs pour un public qui va être assez restreint. Ce qu'il faut quand même qu'on garde en ligne de mire, c'est que les simulateurs compliqués, ils ne vont concerner que peu de personnes. Donc en avoir un dans chaque ville, c'est une hérésie financière et c'est une hérésie pédagogique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, essayer de monter un centre national. On y a réfléchi pendant 3 ans. La SFR nous a permis d'y réfléchir pendant 3 ans. Le projet était finalisé. Et quand on a vu le budget et le taux d'occupation et la lourdeur que ça allait être pour chaque interne de venir au centre national, on a été obligé d'abandonner. Je ne vous cache pas que cette étape est difficile à vivre. Mais c'est raisonnable. La problématique est que certains moyens existent et on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que la plupart des centres de simulation sont hors universitaires et que la plupart de ces matériaux, de ces matériels, ont été achetés par des gens qui ne sont pas les enseignants d'une spécialité. Et là, en faisant un petit sondage, on s'aperçoit qu'il y a plus d'un simulateur endovasculaire par faculté sur le territoire. Maintenant, ce qui nous manque tout de suite, c'est un modèle de convention de prêt, d'achat comparé, d'assurance pour un transport et le maillage. Ça, on l'a découvert. On s'appuie sur la Sofra-Sims pour faire cet état des lieux. On aura des légistes pour nous proposer des contrats. Le frein ultime qui va rester, et c'est un sur lequel ce sera peut-être le plus difficile d'agir, ça va être les hommes. Pourquoi? Tu l'as dit très bien, chaque directeur de centre de simulation veut mesurer son influence avec le nombre d'inscrits chez lui, sans prendre en compte que le fait que son modèle endovasculaire seul chez lui, qu'il soit à Angers, à Lyon, à Illumins, à Clermont-Ferrand, il ne sert à rien. Il faut que 3 à 4 jours dans l'année, on en prenne 6, on les mette au même endroit et qu'on prenne les 40 de l'aéria vasculaire et qu'on les mette dans la même salle. Donc, ce qu'on est en train de travailler, c'est de voir comment on peut faire une convention où on ait à la fois la facilité de l'entraînement local, c'est-à-dire qu'à Angers, il y a un simulateur, il faut que vous ayez accès, il faut que vous puissiez y aller, qu'à Lyon, ils puissent y aller pour s'entraîner, que ce soit dans un programme national et que 3 à 4 fois par an, on puisse mettre en commun ces outils. Mais au-delà de l'outil, il y a un vrai problème, c'est que dans plein d'endroits, ils ne sont pas utilisés à bon escient. C'est-à-dire qu'on allume le simulateur, il y a un enseignant, il ne sait pas utiliser le matériel, il ne sait pas faire un débriefing. Il y a plus de 90% des sessions de simulation sur les trucs endovasculaires qui sont faites sans débriefing. Et c'est une hérésie pédagogique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Autant le mettre sur un flow modèle et pousser un truc et lui dire vas-y, pousse 5 coils et demain tu t'en vas et tu as appris. Non, il faut qu'on renforce ce qu'il y a autour et qu'on favorise les collaborations. On pourra avoir un soutien de la SFR, on pourra avoir un soutien de la Sofra-Sims, mais on a un effort majeur à faire de ce côté-là. Mais là, ce sera du lobbying local. Pascal, je crois qu'on va être obligé de passer à l'orateur suivant parce qu'on dépasse un petit peu le temps. Je sais que tu es très bavard. Merci. Oui, j'ai tenu avant. Hein. Oui, c'est bien, non, c'est vrai. Je note.